Jean-Michel Blanquer est directeur général de l'ESSEC. Il a été auparavant directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'Éducation nationale et un de ses grands projets, c'était notamment les internats d'excellence, et ce n'est pas un hasard si j'en parle ici. Auparavant encore, il avait été recteur de l'Académie de Créteil, et c'est à ce titre-là qu'il avait connu le foyer de Cachan, et nous avions avec lui mis en œuvre, ici même, un internat d'excellence, un collège internat d'excellence. Et nous avons beaucoup regretté que des décisions autres ont fait qu'ensuite ce genre d'établissement a été fermé. Monsieur Jean-Michel Blanquer, vous le lisez aussi certainement, très souvent, parce qu'il est éditorialiste au magazine Le Point, des éditoriaux qui portent bien sûr sur le thème de l'éducation, mais pas seulement, qui souvent débordent très largement de l'éducation et parlent d'autres grandes problématiques qui sont celles de notre société. Monsieur Blanquer, je vous accueille avec grand plaisir et je vous cède la parole. Merci beaucoup pour cette invitation, ça me fait très plaisir d'être ici. Je vis déjà une expérience numérico-cognitivo-empathique grâce à Twitter. Ça fait partie des expériences maintenant, c'est-à-dire que je vois au moins 3 ou 4 personnes que je connais par Twitter, mais que je n'ai jamais vues physiquement et qui sont probablement dans la salle et que je verrai ensuite. Et ça, c'est tout à fait typique de choses qui se passent désormais, qui ne se passaient pas il y a encore quelques années. Et puis la deuxième élément d'empathie qui me rend heureux d'être avec vous, c'est, comme vous venez de le rappeler, d'être dans ce foyer que je connais un peu pour y être venu plusieurs fois, notamment pour préparer cet internat. Et c'est toujours un plaisir de voir des constructions concrètes, même si elles ne servent pas au public qui était prévu. Néanmoins, c'est certainement utile aujourd'hui de voir que le foyer se développe et se développe positivement. Et avec une vocation sociale appuyée. Donc je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Je vais faire une intervention peut-être un peu plus brève que prévu, parce que j'imagine que j'interviens à un moment où je suis en concurrence où le cerveau est en concurrence avec l'estomac, on va dire ça comme ça, et donc je vais essayer de ramasser mon propos peut-être pour avoir terminé un peu avant 13h. Mais en tout cas, ce que vous m'avez demandé, Monsieur Raguenaud, que j'ai accepté avec grand plaisir, c'était de faire le lien entre finalement tout ce qui a été débattu ce matin. J'aurais d'ailleurs aimé pouvoir tout entendre, mais en tout cas je vois bien les grandes lignes directrices qui ont été évoquées ce matin, et puis finalement les perspectives concrètes de l'école de demain, c'est-à-dire finalement qu'est-ce qu'on peut faire en pratique dans les temps qui viennent pour changer les choses. Et pour ma part, je ferai tout à fait miens les propos que Olivier Houdet vient de tenir sur le parallèle à faire entre santé et éducation. C'est un parallèle qui a ses forces et ses limites, bien entendu, mais qui est, je trouve, très utile pour réfléchir. Parce que finalement, il y a des sujets, des manques dans l'éducation que l'on accepte ou que l'on tolère, que l'on ne tolérerait jamais en matière de santé, parce que les conséquences en santé de certains manques sont trop visibles et trop immédiates, alors qu'en matière d'éducation, ça se voit plus sur la durée. Et pour autant, la santé et l'éducation sont bien les piliers du corps et de l'esprit dans une société. C'est au XXIe siècle ce qui va être encore plus important que dans les siècles précédents. C'est aussi ce qui va réclamer des ressources, qui va réclamer de la mobilisation et qui va être fait d'une manière tout à fait différente. Olivier Houdet prenait l'exemple de la formation des professeurs, qui est effectivement le sujet sur lequel ça s'applique la comparaison s'applique le mieux. On pourrait le prendre sur d'autres thèmes, mais c'est vrai, c'est tout à fait exact, et je serais tout à fait d'accord avec cette idée qu'on aurait besoin de concevoir nos SP comme on conçoit une fac de médecine, avec des établissements pilotes qu'on pourrait concevoir comme des CHU, et on pourrait avoir en effet une beaucoup plus grande transmission que ça n'est le cas aujourd'hui, des derniers acquis de la science vers la vie concrète des établissements. Et demain, dans les SP, on devrait avoir beaucoup plus de liens entre la pointe de la recherche, l'excellence mondiale en la matière, articulée avec ce qui se passe très concrètement sur le terrain, avec des intervenants qui sont à la fois en classe, avec des élèves concrets et avec les professeurs. Aujourd'hui, on sait très bien que la situation, au lieu d'avoir cette mixité, ne correspond pas toujours à ça. Et donc là, on a clairement une piste de progrès sur un des sujets les plus importants, celui de la formation des professeurs. Lorsque je dis ça, je cours très vite le risque d'une accusation. Je connais tous les risques d'accusation sur tout propos sur l'éducation.
celui de scientisme, et je crois que c'est évidemment un thème qui peut courir dans les débats que vous avez eus, parce que, évidemment, il ne s'agit pas non plus de dire que les sciences cognitives nous donnent aujourd'hui l'alpha et l'oméga de ce qu'il y a à penser sur l'école. Bien entendu, il ne faut pas caricaturer les positions que l'on peut prendre en la matière, mais par contre, inversement, il serait tout à fait absurde de ne pas tenir compte de ce qu'elles nous permettent, mais je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous en êtes convaincus. Et donc, en commençant par là, je veux non seulement faire le lien avec ce que je viens d'entendre, mais aussi dire à quel point, si on veut parler de l'école de demain, on doit essayer de s'appuyer autant que possible sur des données objectives. Et que ce n'est pas toujours ce qui a caractérisé le débat public jusqu'à aujourd'hui. Et si j'aimerais avoir un apport, ce serait justement sur cette capacité à s'appuyer sur des points concrets, discutables par définition. On est dans des domaines humains qui sont faits pour être discutés, mais en tout cas où il ne s'agit pas simplement de s'envoyer des opinions au visage, mais où il s'agit de s'appuyer sur des données et sur des expériences. C'est pourquoi dans mon dernier livre auquel vous avez fait référence, les 3 piliers que j'utilise en permanence pour essayer d'avancer sur chacun des domaines de l'école, c'est ce que nous disent les sciences. Donc effectivement, les sciences cognitives occupant une place tout particulièrement importante, mais bien entendu, toute une série de disciplines sont concernées par cela. Ce que nous dit la comparaison internationale, et là aussi c'est un sujet qui a énormément évolué depuis ces dernières années, non seulement parce qu'il y a les classements qui ont pris, pour des bonnes et de mauvaises raisons, de l'importance tout au long des dernières années, et qui créent une sorte de pression pour le meilleur et pour le pire sur nos systèmes, mais aussi tout simplement parce que le travail sur ces questions, et puis la communication de plus en plus fluide à l'échelle mondiale, fait qu'on sait beaucoup plus de choses sur les autres systèmes, et que là aussi la comparaison permet l'émulation, permet de saisir ce qu'il y a de bien ailleurs que chez nous, et ferait aussi un grand bien au débat national français, qui souvent est un peu confiné, qui souvent répète un petit peu toujours les mêmes choses. Cela fait énormément de bien d'ouvrir les fenêtres, de regarder ce qui se passe à l'étranger. La deuxième catégorie d'accusation qu'on peut avoir, alors vous voulez importer le modèle de Shanghai, le modèle de Helsinki, le modèle du Québec, et le plaquer à la France. Bien entendu, non. Il y a un génie français propre, bien entendu, il y a une trajectoire française propre, et d'ailleurs je pense qu'elle est extrêmement riche, extrêmement forte. À nous d'aller la revitaliser à la lumière de la comparaison internationale, mais il ne s'agit évidemment pas de plaquer des modèles internationaux, mais de créer de l'émulation par la comparaison. Puis le troisième pilier qui me semble décisif, c'est l'expérience, au sens large et complet du terme, c'est-à-dire tout simplement le cumul de tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Là aussi, c'est une démarche de nature scientifique, mais qui peut être assez empirique. Donc c'est à la fois tout ce que nous avons vécu, pour ma part, comme probablement chacune et chacun d'entre vous, nous avons tous des expériences qui nous permettent d'avancer par essai-erreur. Et à l'intérieur des expériences, il y a quelque chose d'un peu plus scientifique, qui est l'expérimentation. Là aussi, quelque chose qui s'est beaucoup déployé ces dernières années. Je suis assez fier, dans l'Académie de Créteil, d'avoir lancé les premières expérimentations ayant fait l'objet d'évaluations réellement scientifiques quant à l'impact de ces expérimentations. L'exemple typique, c'est l'expérimentation mallette des parents qu'on a commencé dans l'Académie de Créteil sur 50 établissements en 2009 et qui aujourd'hui est étendue à peu près 1500 établissements et fait l'objet de continuité des politiques publiques, ce qui est évidemment toujours quelque chose de souhaitable dans le domaine de l'éducation pour lequel le temps long est indispensable. Et donc, les sciences, la comparaison internationale, l'expérience matinée d'expérimentation, voilà 3 piliers sur lesquels à partir desquels on peut discuter, à partir desquels on peut avancer, à partir desquels on peut regarder ce qui marche le mieux, ce qui marche moins, et comment déterminer des politiques publiques. Ceci étant vrai aussi bien à l'échelle nationale, les grandes politiques de l'école de demain, mais aussi à l'échelle locale, quand en tant que chef d'établissement, en tant qu'acteur de l'éducation dans une communauté donnée, on essaye de faire avancer en regardant ce qui se passe ailleurs et en regardant ce que disent les sciences. À partir de là, ma réflexion sur les différents stades de l'école m'a permis d'avancer, et c'est la matière de ce livre, grâce à ces 3 piliers. Et donc, en réfléchissant évidemment de manière chronologique, c'est-à-dire de la maternelle au baccalauréat, même s'il y aurait aussi des choses à dire sur
l'enseignement supérieur et que je n'oublie pas que je suis un chef d'établissement de l'enseignement supérieur, même si je suis évidemment un avocat du lien entre les deux. Alors, je commence par la maternelle, en disant tout de suite que si je ne devais parler que d'une chose, c'est de cela que je parlerai, parce que, et vous l'avez sûrement abondamment vu ce matin, c'est évidemment les premiers âges de la vie qui sont tout particulièrement importants, et que si on veut vraiment aller à la source des problèmes de l'éducation, c'est dans les premiers âges de la vie que l'on peut être efficace. Et si je dis les premiers âges de la vie, c'est parce que ça inclut même la grossesse, ça inclut ce qui se passe de 0 à 3 ans, et que donc ça nous renvoie aussi à des politiques publiques qui ne sont pas que les politiques publiques d'éducation, mais aussi les politiques familiales, les politiques de crèche, les politiques d'immersion langagière à la crèche, etc. Pour ma part, je considère que si on devait donner un synonyme à l'école maternelle, ce serait de l'appeler l'école du langage, parce que c'est le sujet majeur, pas le seul bien entendu, mais l'élément fondamental qui caractérise l'apport de cette école pour l'enfant. Et lorsque l'enfant arrive à l'école maternelle, il est déjà dans une situation d'inégalité par rapport à son voisin, parce qu'en fonction de son milieu familial, son capital de vocabulaire va être extrêmement variable d'un enfant à l'autre. Ça peut varier de 1 à 3 et même davantage. Et l'école doit évidemment être là pour compenser cela. Et évidemment, les sciences cognitives nous montrent à la fois des éléments de fonctionnement communs à tous les enfants, et puis elles nous démontrent aussi que chaque enfant, fort heureusement, est un cas particulier avec ses talents, ses faiblesses, sur lesquels qu'il faut savoir considérer, qu'il faut savoir prendre en compte pour personnaliser le parcours tout au long du chemin. Mais en tout cas, il est tout à fait vital de donner à l'école maternelle des objectifs extrêmement volontaristes pour qu'à la sortie de l'école maternelle, l'enfant soit préparé au cours préparatoire et rentre au cours préparatoire avec tous les atouts. Et on sait très bien que si le vocabulaire est riche à l'entrée du cours préparatoire, si une conscience pré-grammaticale est née chez l'enfant, qui sait répondre à des questions simples comme qui, comment, pourquoi, avec une certaine conscience de ce que cela signifie, avec une structuration qui correspond à cela, s'il a aussi une conscience phonologique, avec une capacité à distinguer les syllabes et à comprendre que les mots se découpent en morceaux, eh bien, tous ces éléments-là vont être extrêmement favorables pour l'entrée dans la lecture et l'écriture, et même vont souvent permettre que, dès la grande section, ces apprentissages soient déjà possibles. On sait même que certains enfants de 4 ans arrivent déjà à cela. Alors, là aussi, volet d'accusations possibles quand on commence à affirmer tout ce que je viens de dire, et je suis familier évidemment de ces débats. Et lorsque j'étais directeur de l'enseignement scolaire, le fait d'avoir commencé à envisager qu'à l'école maternelle, on regarde où en est chaque enfant pour essayer d'avoir un début de personnalisation, a suscité à l'époque un véritable scandale national, déjà oublié heureusement, mais parce que quand vous dites ça, on dit « Ah, ça y est, vous voulez faire du staccanovisme à l'école maternelle, vous voulez trier les enfants ». Peut-être en envoyer certains déjà à la mine, et donc cette accusation-là arrive très vite. On est tout à fait dans les débats que j'appelais tout à l'heure un peu stériles, c'est-à-dire ce qui nous ramène à des postures d'école de l'épanouissement versus école du travail, etc., etc. Bien entendu, c'est une troisième voie pertinente qu'il faut chercher. L'épanouissement peut aller parfaitement avec des objectifs pédagogiques importants. L'école maternelle peut être tout à fait une école de la joie, du bonheur, de l'épanouissement, du jeu, de la musique, tout ce qu'elle est déjà aujourd'hui, qu'elle peut être encore plus au service d'objectifs pédagogiques serrés. En réalité, c'est ce qui se passe. La situation n'est pas très mauvaise en France en matière d'école maternelle. Elle est correcte, elle est même bonne dans beaucoup d'endroits. Simplement, elle pourrait être très bonne et elle pourrait être plus équitable sur l'ensemble du territoire. On avait l'habitude de considérer que notre école maternelle était la meilleure du monde, c'était un point de vue de l'après-guerre, ne serait-ce que parce qu'elle avait le mérite d'exister, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres pays. Et puis on avait une certaine avance. On s'est mis à douter à partir des années 90. Une enquête récente assez robuste montre qu'elle a en réalité progressé au cours des années 2000, justement parce qu'on a eu cette idée de donner des objectifs pédagogiques clairs et précis. Et les programmes en 2008 ont eu le mérite de créer des programmes de l'école maternelle, ce qui a été un élément de progrès très, très utile. Et aujourd'hui, il y a une conscience de plus en plus forte de tout ce que je suis en train de dire. Et de plus en plus de
gens pensent comme moi qu'il faudrait un certificat spécifique pour l'école maternelle, de façon à ce que, par exemple, tous les professeurs des écoles, tous les instituteurs et institutrices qui interviennent à l'école maternelle aient une connaissance très, très approfondie des mécanismes de l'apprentissage à cet âge-là. En tout état de cause, la maternelle volontariste, appelons-la ainsi, serait une maternelle plus équitable, allant vers plus d'égalité sociale. Et il a été démontré cette fois-ci sur le plan économique que, c'est un prix Nobel d'économie qui l'a montré, c'est une étude assez connue, que 1 euro dépensé à l'école maternelle, c'est 8 euros qu'on ne dépensera pas dès l'âge du collège, avec toutes les difficultés qu'on a quand il est trop tard pour rattraper des choses. Et donc, un volontarisme politique dans cette période de campagne présidentielle serait de mettre le paquet, comme on dit, d'être capable de mettre les moyens, pas seulement matériels, pas seulement financiers, mais la concentration de l'attention sur ce qui se passe en la matière. C'est pas seulement un sujet de taux d'encadrement à l'école maternelle, c'est aussi un sujet d'équipement, c'est aussi un sujet de formation des professeurs, c'est tout un ensemble. En tout cas, les éléments, les 3 piliers que je donnais en commençant, nous permettent d'aller, me semble-t-il, vers ce type de conclusion, vers ce type de préconisation pour une école maternelle qui soit vraiment au service de la réussite de tous les enfants en les préparant bien à ce que va être l'école élémentaire. Bien entendu, ceci déborde sur le cours préparatoire et sur le CE1, sur tout ce que l'on doit faire pour là aussi réussir cette entrée dans le système. Là aussi, quand même, les sciences cognitives nous ont permis de trancher certains débats ces dernières années. Pour ma part, je plaide pour des pédagogies à la fois explicites, exigeantes et progressives à l'école élémentaire. Ça n'a pas toujours été le cas. Nos manuels scolaires n'ont pas encore parfaitement tous pris en compte ceci. Et il y a évidemment, que ce soit pour l'entrée dans la lecture ou pour que ce soit pour les mathématiques, là aussi des visions modernisées à avoir. Là, de nouveau, on a un certain type de débat qui vient, qui peut venir toucher la réflexion que je viens de faire. Parce que très souvent, lorsque je parle notamment d'exigence, de nouveau, on peut dire, ben alors, vous voulez une école qui d'emblée va brimer ceux qui n'arrivent pas à quelque chose. En réalité, de nouveau, les sciences cognitives nous montrent des aptitudes très fortes de l'enfant dans bien des domaines au plus jeune âge. En mathématiques, Stanislas Dehaene, dans son livre La bosse des maths, a bien montré que, par exemple, que le nourrisson de 3 mois avait déjà un certain sens des probabilités. Je dis ça sous le contrôle de Olivier Houdet, je ne suis pas moi-même un cognitiviste. Et cette compétence en mathématiques, elle est évidemment à stimuler le plus tôt possible et avec la plus grande force possible. Donc, lorsque par exemple on oppose le par cœur à l'acquisition, à l'apprentissage intelligent des enfants, on oppose 2 choses qui n'ont pas à être opposées. Les tables de multiplication sont par exemple un acquis qu'il faut avoir le plus tôt possible, parce qu'on a une mémoire qui permet de faire cela assez tôt, et ensuite c'est un socle pour aller vers d'autres compétences. Si on retarde l'acquisition des 4 opérations, eh bien, on crée un handicap pour ceux qui n'ont pas le milieu familial qui leur permettra d'avancer. Donc, je me méfie toujours d'une fausse générosité qui consiste à vouloir étaler les choses, qui consiste à vouloir différer l'exigence, parce qu'en réalité, cette attitude pédagogique est en réalité contre-productive du point de vue de l'égalité que l'on peut rechercher. Un livre excellent d'il y a 2 ans environ, de 2 auteurs qui s'appellent Ollier et Garcia, que sans doute certains d'entre vous ont lu ici, et qui est notamment basé sur l'observation d'enfants de ce qui se passe en école primaire en Seine-Saint-Denis, montre très bien ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'un certain, finalement, un certain laisser-aller pédagogique peut avoir des conséquences graves en matière de décrochage scolaire prématuré. Et donc, si on veut sincèrement, si on veut vraiment le progrès social, si on ne se paye pas de mots, si c'est ce qu'on a vraiment chevillé au corps, et je peux vous dire que c'est mon cas, eh bien, on fait ces choses-là à l'école primaire et a fortiori dans les milieux défavorisés, a fortiori en zone d'éducation prioritaire. Par contre, si on veut faire des effets de manche, si on veut être populaire, si on veut avoir l'air gentil, alors on peut parfois tenir des discours inverses, mais alors il faut savoir quelle société on veut et quelles conséquences on est prêt à avoir. Je crois que c'est très important de réfléchir à ça,
J'ai suffisamment été confronté à ça dans ma vie professionnelle antérieure pour mettre chacun et chacune devant ses responsabilités sur ces questions-là. Je pense, j'ai la faiblesse et la force de penser que ce que je suis en train de dire en réalité peut être un sujet de consensus de la société française. Ce n'est certainement pas un sujet gauche-droite et pas non plus d'ailleurs probablement un sujet relevant des clivages habituels du débat sur l'éducation en France. Qu'il y a d'autres pays qui ont réussi à s'entendre sur ce genre de base. Et bien entendu, on peut le faire à la française. Il y a bien des choses qu'on peut faire à notre façon. Mais que les pays qui réussissent, qu'on prenne le modèle nord-européen à la finlandaise ou le modèle plus asiatique type Singapour, et je pourrais revenir d'ailleurs sur ces modèles là sont des modèles qui réussissent parce que la société a confiance dans son école et parce qu'en gros la société a compris les enjeux qui sont là. Et qu'il n'y a pas un malin plaisir de certains secteurs à créer de la polémique, de la querelle sur des sujets qui ont été tranchés ailleurs. Les débats sur l'éducation ne devraient pas être des débats circulaires. Et de nouveau, on peut faire un parallèle avec la santé. Personne ne songe à faire des débats molièresques au XXIe siècle sur les questions de santé. Or, dans le domaine de l'éducation, très souvent, ce qu'on dit, on peut prendre un débat autour de la pensée de Rousseau au XVIIIe siècle et avoir à peu près le même. Donc, essayons, on peut tous contribuer à ce que ce débat public cherche réellement, et notamment d'ailleurs grâce au débat international, à avancer de plusieurs crans et à avoir un impact concret sur nos écoles et nos établissements en général. Donc une école élémentaire avec une pédagogie explicite, progressive, me paraît être une école élémentaire de la réussite et surtout de l'égalité pour que les enfants aient ce socle fondamental en sortant du CM2. Encore une fois, c'est essentiel. Si on sait lire, écrire, compter, respecter autrui, évidemment, en sortant de CM2, ce qui n'est pas le cas d'au moins 20% des élèves aujourd'hui, et on sait même qu'au-delà de ces 20%, il y en a même 20 autres pourcents pour lesquels c'est très fragile. Et c'est évidemment très grave pour la société française, que c'est sur ce point-là que vont se concentrer bonne partie des difficultés sociales que nous avons aujourd'hui. Eh bien, si on a réussi en amont à regarder de très près ce que l'on peut faire en la matière et à agir, eh bien, on aura une école en effet déjà transformée. Ceci étant, ça ne signifie pas qu'il faut baisser les bras, enfin ne rien faire sur le collège et le lycée. J'ai essayé aussi de développer ça à la lumière de l'expérience, de la comparaison internationale et des sciences. Et là, un point qui me tient particulièrement à cœur, et a fortiori en ce lieu et avec ce type de public, c'est la question de la césure CM2 6e, dont on parle très souvent comme étant un problème aujourd'hui et auquel on porte insuffisamment remède. Il y a en effet une césure, et il y a en effet un problème du système français qui cultive les césures à ce moment-là en particulier, mais c'est vrai aussi de troisième seconde ou même de terminale et ce qui se passe après la terminale. Et donc c'est des césures où on perd du monde en quelque sorte. Et en même temps, cette césure est en partie inévitable. Je pense qu'il faut savoir l'assumer et presque faire du judo avec ce problème. Donc comment relativiser la césure et en même temps l'assumer? Je pense que c'est un point très important. La relativiser, c'est ce qui a commencé depuis un certain nombre d'années et qui est plutôt bien fait, c'est-à-dire les conseils école-collège, la capacité aussi à avoir plus d'un intervenant à l'école primaire. Quand on parle par exemple de l'apprentissage d'une première langue vivante à l'école primaire, je pense que si on peut faire venir des personnes dont c'est la langue maternelle à l'école primaire, eh bien on habitue l'enfant à avoir un intervenant supplémentaire et en plus avec un bon accent. Mais évidemment, on pourrait prendre l'exemple d'autres disciplines. Donc dès le CM1, on peut s'habituer à avoir plusieurs intervenants, y compris venant du collège. C'est des choses qui existent aujourd'hui, mais qui pourraient être beaucoup plus généralisées. Et puis inversement, on sait bien que le nombre de professeurs qu'on a tout de suite en 6e est probablement un problème et qu'on peut avoir une 6e peut-être plus ramassée, ce qui renvoie à une capacité aussi à envisager l'organisation disciplinaire différemment. Mais je crois donc qu'il faut sans arrêt créer un passage en douceur plus fort, mais en même temps assumer le fait que de facto il y aura toujours une césure. On passe d'un moment où on a un maître ou une maîtresse qui est un être humain, une personne qui nous connaît très bien dans notre globalité, et à une série de professeurs, et avec le côté parfois presque industriel que ça. Et souvent la comparaison a été faite avec le fordisme
dans notre manière de concevoir le collège. Pour autant, l'enfant qui rentre au collège est un enfant qui est fier souvent, qui est un enfant qui est avide de cette nouveauté qui l'attend. Et je pense que si on regarde le sujet non seulement sous l'angle cognitif, mais aussi sous l'angle des enjeux de vie scolaire, des enjeux qu'on pourrait appeler éducatifs, eh bien on devrait beaucoup plus solenniser l'arrivée en 6e. Toutes les sociétés humaines, depuis toujours, prévoient des rites initiatiques pour l'entrée dans l'adolescence. Et nos sociétés sécularisées ont de plus en plus gommé cette dimension. Et quand on gomme cette dimension de la solennisation de l'entrée dans l'adolescence, eh bien d'autres logiques se mettent en œuvre. Ça peut être les logiques religieuses, de bonne ou de mauvaise manière. Ça peut être les logiques de gang, les logiques de, comme on le voit fortement en Amérique centrale, mais aussi en France, où, voilà, et notamment chez les garçons en particulier, mais aussi chez les filles, où c'est de mauvaise manière que l'entrée dans l'adolescence va se passer. De ce point de vue-là, je suis un lecteur très attentif d'Edgar Morin et de ce qu'il dit sur le fait que l'école doit aussi apprendre à vivre, en reprenant ce que Rousseau dit dans l'Émile, et je pense qu'il y a des sujets d'explicitation sur la vie à l'entrée dans le collège, d'explicitation sur ce qui va se passer pour donner sens à ce que va être le parcours au collège, et apprendre aux enfants qui vont être des adolescents à relier les savoirs qu'ils vont avoir. Je n'ai pas le temps de développer tout ce que cela voudrait dire, mais c'est cette idée que commence à ce moment-là déjà une personnalisation des parcours, déjà une plus grande responsabilité de l'élève dans ce qui va arriver, une meilleure compréhension des enjeux, et d'une certaine façon, c'est ce que la mallette des parents, à une toute petite échelle, fait déjà en provoquant des réunions avec les parents et en expliquant ce qu'est le collège et ce qui va se passer. Mais on doit le faire non seulement avec les parents, ce qui est essentiel, mais on doit le faire aussi avec les enfants. Je vais faire un parallèle avec ce que je vis à l'ESSEC. À l'ESSEC, on a créé quelque chose qui s'appelle Imagine ton cours. Et Imagine ton cours, c'est les professeurs qui viennent à un moment donné expliquer leurs recherches actuelles, ce qui les passionne sur le plan scientifique, et les étudiants qui les écoutent, et après qui en petits groupes disent de quel cours ils ont envie à partir de ces avancées dont ils ont entendu parler. Et après, les professeurs reviennent, entendent ce que les groupes d'élèves ont proposé, et formulent un plan de cours, et ensuite les étudiants votent sur les cours qu'ils ont envie d'avoir l'année suivante. Imaginez quelque chose, alors évidemment on ne peut pas faire ça tel quel au collège, et il faut toujours justement respecter les âges de la vie et aller vers, c'est aussi quelque chose que je défends beaucoup, vers une liberté qui va grandissante de l'enfant. Mais en tout cas, on peut très bien imaginer que le début d'année, le mois de septembre en 6e, soit un mois un peu particulier, dans lequel cette initiation républicaine, ce moment où le collège dit « tu es en train de devenir une grande personne », soit plus explicité. Et évidemment, ça peut faire écho avec beaucoup d'enjeux de la société, puisqu'on sait qu'aussi une bonne partie des problèmes qu'on va avoir au collège sont certes des problèmes pédagogiques et éducatifs propres au collège, mais aussi en bonne partie des problèmes liés à ce qui entoure l'établissement et tout simplement aux problèmes de société que nous avons aujourd'hui. Comment on passe à l'offensive plutôt que d'être sur la défensive par rapport à ces grands problèmes de société, c'est évidemment un enjeu majeur. Pour terminer sur le collège et ne pas être trop long, je pense que la personnalisation des parcours peut vraiment prendre toute sa dimension au moment du collège, qu'il est vraiment temps de donner grand sens à cela. C'est pour ça que je parle moi de collège commun, pour essayer de dépasser la querelle sur le collège unique. C'est-à-dire, je pense qu'il ne faut pas revenir en arrière par rapport à l'acquis du collège unique, qui est tout simplement d'avoir une génération d'enfants, une génération d'enfants et d'adolescents qui vont aller tous de la même façon en classe, de 3 ans à 16 ans, ou de 6 ans à 16 ans. Et ça, c'est clé pour la société française. Par contre, à l'âge du collège, il est tout à fait possible de personnaliser les parcours. C'est d'ailleurs ce qui se passe un petit peu en partie. Il y a quelques petits choix que l'on peut faire à l'âge du collège. Je pense que ça pourrait déjà être des choix beaucoup plus importants. Et surtout, que l'on tienne compte du niveau réel de chaque enfant pour le faire progresser à sa vitesse. Et je pense que, par exemple, en mathématiques, mais on peut dire la même chose dans d'autres disciplines, on le fait un peu en langue vivante, on pourrait avoir des groupes de compétences de manière beaucoup plus systématique que ça n'est le cas aujourd'hui. Et groupe de compétences, ça n'est pas classe de niveau, c'est même l'inverse de classe de niveau. C'est le fait, par exemple, si vous prenez les maths et que vous les découpez en 30 niveaux
successifs sur 4 années, vous passez vos niveaux au fil du temps, vous êtes en 6e et vous trouvez avec un élève de 5e à un moment donné, peu importe. Vous n'avez pas réussi votre niveau 1 en fin de septembre de 6e, vous redoublez votre niveau 1, c'est pas du tout traumatisant, mais au moins vous passerez au niveau 2 avec un niveau 1 bien charpenté, et au lieu de traîner des retards tout au long de votre scolarité jusqu'à finir en fin de 3e avec des compétences qui ne sont pas là, et qui ne seront plus là de toute votre vie malheureusement dans bien des cas. Donc c'est cette volonté de cranter des choses et surtout de faire des groupes qui soient pédagogiquement qui fassent plus sens pédagogiquement pour le professeur comme pour les élèves et qui permettent d'avancer. Mais bien entendu, c'est à chaque établissement d'imaginer sa manière de faire. Je ne vois pas un ministre de l'Éducation nationale disant demain matin, désormais, on fera 30 groupes de compétences en maths au lieu des classes de maths de la 6e à la 3e. D'abord, c'est sociopolitiquement impossible, on le sait tous, mais en plus, ce n'est même pas souhaitable. Là, en revanche, ouvrir le système pour que des formules de ce type et d'autres idées, il y en a beaucoup pour faire évoluer le collège, et il y a déjà beaucoup de pratiques, beaucoup d'expérimentations. Je suis certain que dans la salle, il y a certainement des professeurs de collège qui sont dans ces logiques d'innovation, ces logiques peuvent s'inspirer d'un établissement à l'autre. En tout cas, qu'on ouvre le jeu pour cela me paraît très important. Et évidemment, c'est d'abord une question psychologique, d'abord une question d'élan collectif autour de ça. Quand j'étais recteur de Créteil, je me souviens, vous savez, il y a un article 34 de la loi de 2004 qui dit que l'on peut expérimenter à l'école, et donc qu'on peut déroger aux règles. Et donc en réalité, cet article 34 permet énormément de choses. Et c'est sur la base de cet article 34 que, en tant que recteur, je pouvais pousser des choses, certains s'en souviennent. Mais j'allais dans les établissements, ce que j'aimais le plus faire d'ailleurs, et je me retrouvais souvent dans des salles de professeurs avec, mettons, une vingtaine de professeurs, et on parlait de ça, et je disais, écoutez, voilà, il y a un article 34 de la loi de 2004, et cet article 34 de la loi de 2004 permet de déroger aux règles, et si l'idée dont vous venez de me parler, vous avez vraiment envie de le faire, faites-le, c'est tout à fait possible, avec votre chef d'établissement, l'institution ne vous en empêcherait pas. Et il me regardait avec des yeux un petit peu écarquillés, en disant, mais vous êtes sûr de ce que vous dites? Est-ce que c'est vraiment possible? C'est tout juste, c'était pas de quel droit le dites-vous? Et comme j'étais peut-être un peu un jeune recteur, mais du coup, n'oubliez pas que je suis le recteur, et que donc je vous dis que vous pouvez le faire, c'est possible. Et je me rendais compte dans ces moments-là à quel point même des personnes très innovantes et très volontaristes étaient se persuadaient, avec des raisons pour cela, mais peut-être parfois qu'elles exagéraient ces raisons, se persuadaient que le système était fait pour écraser toute différence, toute façon de faire originale et innovante. Et bien entendu, malheureusement, ils avaient des raisons de le penser, c'est pas pour rien qu'ils le pensent, mais en tout cas, il ne suffit pas simplement de décider des choses, il faut un petit peu ouvrir les chakras de tout le monde, et ça nécessite une forme de méthodologie du changement qui sera sans doute indispensable dans le futur. En tout cas, libérer l'établissement, et je pense beaucoup au collège en disant ça, libérer l'établissement pour qu'on soit désormais dans des logiques ascendantes, avec des équipes qui fonctionnent de façon réellement collective, avec un chef d'établissement qui ne soit pas considéré comme une personne seule, avec ensuite un organigramme en râteau de professeurs, mais avoir véritablement des gens qui prennent des responsabilités qui tournent, une équipe de direction composée d'au moins 10 personnes, dont notamment des professeurs, mais pas seulement, et qu'on soit donc dans une logique qui désinfantilise le système pour inventer le projet éducatif de chaque collège, avec un contrat entre le collège et son académie, et un système d'inspection qui ne soit pas fait pour policer individuellement chaque professeur, mais pour venir en support collectivement de l'établissement et voir où il en est sur le plan disciplinaire, mais aussi sur le plan des logiques collectives, avec comme critère principal, est-ce qu'on fait progresser les enfants de la 6e à la 3e? Est-ce qu'ils rentrent avec un niveau de compétence et ils sortent avec un autre niveau de compétence? Ça me paraît être la piste, et évidemment, elle ne se décrète pas, elle se réalise en libérant les énergies de terrain. Je serai plus bref sur le lycée pour, là aussi, respecter ce que j'ai dit en commençant, mais je pense que si on fait toute une série d'éléments en amont, bien des problèmes du lycée trouveront des solutions assez naturelles, là aussi en libérant les énergies au lycée.
Je pense que si on doit faire évoluer le lycée dans les temps futurs, c'est notamment le lycée professionnel. Et si je n'avais que 2 sujets, ce serait celui de l'école maternelle et celui du lycée professionnel, puisque c'est au lycée professionnel qu'on va retrouver notamment les phénomènes d'inégalité, de décrochage, d'échec aujourd'hui, que ce n'est absolument pas une fatalité. Là aussi, mon expérience des dernières années comme directeur de l'ESSEC m'a fait réfléchir à ça, parce que en tant que directeur de l'ESSEC, je parle sans arrêt du lien entre manager et ingénieur, en disant que c'est clé dans l'économie du futur. Et ben, finalement, dans le lycée professionnel, c'est un petit peu ça. On a à la fois le sujet de la technologie, et avec toutes les révolutions numériques, bien entendu, ce sont des compétences clés qui peuvent s'approfondir tout particulièrement au lycée professionnel. Et puis on a le sujet du management, entendu au sens large, de la gestion, de la création d'entreprises. Beaucoup d'élèves de lycée professionnel ont vocation à être des entrepreneurs, petits, moyens ou grands, dans les temps qui suivent. Et c'est aussi des élèves qui sont héritiers des savoir-faire, de savoir-faire à la française, de choses qui aujourd'hui fonctionnent d'ailleurs dans les lycées professionnels qui fonctionnent le mieux, où on est à la pointe de savoir-faire utiles dans l'économie et qui sont insérants pour les élèves. Donc je pense qu'on devra revisiter totalement le lycée professionnel dans les années à venir, que l'apprentissage y jouera un rôle plus important et que les passerelles seront aussi plus importantes dans un tel lycée professionnel, que ce ne soit plus jamais vécu comme un lieu de relégation, mais au contraire comme un lieu d'épanouissement. Il y a évidemment beaucoup de pas à faire encore pour que ce soit le cas. Et un lycée général et technologique, pour le coup, répondant beaucoup plus à la logique Bac-3, Bac+3 que ça n'est le cas aujourd'hui, capable de préparer des systèmes en continuum, avec là aussi, de même que ce que je disais pour la relation collège-école primaire, des intervenants du supérieur venant en lycée, et vice-versa. On doit avoir la possibilité de faire ces choix d'orientation tout au long de son parcours, en voyant beaucoup de choses, en étant capable de discerner, non pas sur des choix un petit peu hasardeux pendant l'année de terminale. Tous ces sujets peuvent aussi beaucoup progresser dans les temps à venir. C'est une question de responsabilisation des équipes, c'est aussi une question de formation de réseau. Ce sont des choses qui existent, qu'on avait fait à Créteil d'ailleurs, qui existent aussi dans d'autres académies aujourd'hui, où on met les lycées en réseau et ensuite eux-mêmes en lien avec les regroupements universitaires qui se réalisent. Et on peut ouvrir les fenêtres, là encore, ouvrir des perspectives pour les lycéens. C'est un âge clé, c'est un âge où nous avons un devoir, et c'est par là que je terminerai, qui est de tenir des discours positifs de projection dans le futur. Je suis quand même effaré par l'accumulation de discours pessimistes, d'angoisse, d'inquiétude dans notre société. C'est peut-être vrai dans d'autres sociétés du monde, mais particulièrement dans la nôtre. Bien entendu, il y a des sujets de perplexité par rapport à notre environnement national et international qu'on peut tous partager. Ceci étant, je ne suis pas certain que les précédentes périodes aient été plus rassurantes. On peut prendre bien des exemples au cours du XXe siècle et a fortiori dans les siècles précédents, et on peut aussi tenir des discours consistant à penser que jamais nos élèves ne se sont trouvés en situation d'avoir autant saisir des opportunités de liberté dans le futur, de création, de projection dans le futur. Ils vivront beaucoup plus longtemps que leurs prédécesseurs, c'est-à-dire nous, et ils auront, et la vie va changer considérablement dans les années qui viennent. Le monde va changer considérablement, on doit les rendre acteurs de ce monde et non pas spectateurs inquiets. Et ça ne signifie pas que l'école doit chausser des lunettes roses, une sorte de candeur absolue, mais enfin, elle doit quand même être le lieu où on pense cette projection positive et où on la communique d'une certaine façon aux élèves. C'est ce que individuellement des professeurs savent très bien faire, ne serait-ce que par leur passion pour ce qu'ils enseignent, mais que collectivement nous faisons très mal aujourd'hui. Et là aussi, je trouve que ça fait partie de l'ambiance générale, de la dimension psychologique de ce qui doit changer. C'est pourquoi l'école de demain ne doit certainement pas être vue comme une sorte d'agrégation, de somme de mesures techniques, parce que bien sûr il faut des mesures techniques, mais elles sont largement insuffisantes. C'est beaucoup plus un état d'esprit, et pour ça il faut que ce soit un état d'esprit le plus partagé possible. Merci beaucoup.